Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de cette émission. Ils viennent nous présenter Afterglow, leur deuxième EP. Le groupe Blue Box, aux sonorités pop électro, sera notre invité. En mai, l'atelier numérique à Versailles fête le jeu vidéo. Au programme, notamment une exposition rétrospective des consoles et jeux mythiques qui ont marqué l'essor de ce divertissement. Avant-première mondiale, les 14, 16 et 17 mai au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Cosi fan tutte, un opéra prologue du célèbre Cosi fan tutte de Mozart. Nicolas Gervais a rencontré David Stern, le chef d'orchestre. Alors ils sont 4 garçons pleins d'avenir, loin d'être des serial losers, eux. Ils collectionnent plutôt les réussites. Vainqueurs du tremplin Fallonfest en 2009, finalistes de Pression Live et du Challenge Esprit Musique en 2013, ils font la première partie entre autres de Puggy ou encore Absent Minded. Nous recevons ce soir 2 membres du groupe Blue Box. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Sylvain à ma droite, Maxime à ma gauche. Alors vous êtes respectivement batteur et bassiste du groupe Blue Box. Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous donner un peu la genèse, l'histoire de Blue Box? Comment est né ce groupe? On s'est rencontrés, c'était au lycée. Théo, je connaissais même Théo et Maxime depuis le. Alors Théo et Maxime, c'est deux autres membres qui ne sont pas là. Théo le chanteur. Et Maxime le guitariste. Voilà. Donc j'ai rencontré Théo et Maxime au collège. On est devenus amis et on a décidé de monter un groupe de musique, donc de rock à la base. Alors on va en parler, mais effectivement, vous étiez 3. C'est ça, on était 3, c'était donc au lycée, et donc il nous est venu l'envie d'avoir un peu de rythmique dans ce groupe. Et donc on a cherché sur des sites de rencontres de musiciens, du coup, et on a trouvé... Sites de rencontres de musiciens, ça existe aussi. Voilà, et on a trouvé Sylvain comme ça, donc voilà, le batteur. Le batteur, donc le chœur... C'est ça, chœur rythmique. Le boom boom. Alors, comment on peut définir alors justement votre style? On parlait de rock. C'est ça, ouais. Disons que le style a pas mal changé, mais avec le nouvel EP Afterglow, on est allé dans un style un peu plus électropop. Avant, on faisait un style plus rock. On dirait qu'il y avait plus de guitare, c'était un peu plus incisif d'un point de vue distorsion, etc. sur les guitares. Et là, on avait l'envie de rajouter des synthés, des couches. Qu'est-ce qui vous a donné justement cette envie d'évoluer plus vers la pop électro? Je sais pas, on s'est pas vraiment posé autour d'une table tous les 4 à se dire bon on va changer de style ou pas. C'est à force d'écouter ce style de musique et on a fait beaucoup de compos qui allaient dans plein de sens différents et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment envie de faire ça, que c'était un style qu'on appréciait, que nous-mêmes on en écoutait beaucoup. C'est important justement il y a des choses qui vous plaisent, vous avez aussi envie de les pratiquer, de les mettre en scène vous aussi. C'est ça, en fait le style a changé naturellement, c'est au fil des années, nos goûts ont changé, on a écouté d'autres groupes qui étaient du coup plus pop et donc c'est pour ça qu'on s'est naturellement tourné vers ce nouveau style de musique. Alors vous le disiez, sortie du deuxième EP Afterglow, donc c'était il y a très peu de jours, là c'était le 28 avril. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait.
Afterglow donc de Blue Box, donc un EP autoproduit comme le premier, c'est ça? C'est ça, exactement comme le premier. La seule différence, c'est qu'on a eu l'aide du SMA de Montigny-le-Bretonneux qui nous a aidé à produire en partie l'enregistrement de ce CD. Donc le service des musiques amplifiées. C'est ça. Un petit clin d'œil, donc en effet. Alors on peut vous voir sur scène très prochainement, puisque ce sera à la batterie de Guyancourt le 23 mai et le 31 mai également au Café de la Plage à Maurepas. Alors comme on l'a entendu, ce sont des paroles en anglais. Ok, pourquoi l'anglais? Pourquoi ce choix? Donc principalement parce que c'est ce qu'on écoutait, enfin toutes nos influences, tous les groupes qu'on aimait chantaient en anglais. Donc ça paraissait plus naturel d'écrire en anglais, c'était un choix purement artistique. D'accord. Qu'est-ce que disent vos chansons? Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent, des sujets particuliers que vous aimez traiter? Souvent, principalement des chansons d'amour. Ah oui. C'est ce qu'on vit, et puis c'est entre guillemets le plus facile à écrire. Vous inspirez de vos vies? Ouais, c'est ça, on s'inspire obligatoirement on met un petit peu de nous dans les paroles et aussi dans les chansons, donc c'est logique que ça parle d'amour ou de rêve, de problématiques actuelles, enfin, tout ça, quoi. D'accord, très bien. Alors comment vous fonctionnez tous les quatre? Puisque dans l'écriture, dans la composition, est-ce que chacun a un rôle précis ou pas? Comment vous faites? Disons que c'est assez démocratique. Disons que... Il y a des votes? Il y a des votes, il y a beaucoup de votes, beaucoup d'engueulades pour donner son opinion, etc. Mais la base de la base, c'est vraiment Maxime le guitariste et Théo le chanteur qui amène une base de morceaux, un guitare-voix, des fois juste un petit riff. Et après, Maxime Cordion le bassiste et moi-même, on retravaille dessus, les arrangements, on donne notre avis sur ce qui avait été déjà créé. Et à partir de là, chacun peut rajouter un peu. Chacun rajoute, il n'y a pas de truc défini en fait, il n'y a pas de... moi, parce que je suis batteur, je vais faire la batterie. Ça peut être Maxime qui va amener de la batterie ou Théo qui va amener de la basse, etc. En fait, il y a une complémentarité en fait, dans le travail des uns et des autres. Disons qu'on est fait pour faire de la musique tous les quatre ensemble et ça marche très bien. Ça marche bien, oui. Si depuis 2007, le groupe est soudé, effectivement. Très bien. Alors, vous avez décidé aussi tous les quatre de mettre un peu entre parenthèses votre vie professionnelle. Vous avez fini chacun vos études. Ça, c'était un acquis auquel vous vous teniez. Et là, depuis quelques mois, vous vous consacrez donc exclusivement à la musique. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui est important selon vous là, pour évoluer dans le paysage musical français? Il y a déjà beaucoup d'autres groupes. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui fera la différence pour vous? Disons déjà faire une musique originale, c'est un point vraiment important, et c'est d'avoir une patte, que quand on écoute une chanson d'un groupe, on peut se dire « Ah, ça sonne Blue Box, ça sonne un autre groupe ». On puisse vous identifier. Voilà, c'est ça, qui est vraiment quelque chose de fort. Ça peut être une voix, ça peut être une guitare, une façon de composer aussi, ou même un style musical à part entière, complètement nouveau. Après, évidemment, on ne va pas le cacher, le fait de prendre une année sabbatique, prendre cette année avant de prendre le monde du travail, c'était important parce que quand on veut faire de la musique d'un point de vue professionnel, faut prendre du temps, quoi. Faut prendre du temps, faut se donner les moyens de le faire. On aurait pu continuer nos études ou même commencer à travailler, sauf que ça aurait un peu compliqué les choses. Donc, ça aurait pris plus de temps. En fait, plutôt de sortir un EP en un an, ça nous aurait peut-être pris 2 ans, 3 ans. On aurait eu du mal à pouvoir organiser vraiment une belle tournée. Donc, à un moment ou à un autre, faut lâcher prise et y aller, quoi, sans réfléchir. Vous avez des inspirations, des groupes précis qui vraiment vous donnent envie qui sont des exemples? Ou c'est assez varié? Est-ce qu'il y a des influences particulières? On écoute énormément de choses, mais il y a quelques groupes qu'on peut peut-être citer, comme Breton. Moi, j'aime beaucoup. Français, il y a Griffjoy, qui est sur la scène montante française. Après, je sais pas si... Voilà, on peut dire Phoenix, évidemment, de Versailles. Comme un groupe proche de Versailles, obligatoirement, on nous le ressasse assez souvent. Bien sûr. Donc, c'est un groupe qu'on aime beaucoup. Après, il y a plein de petits groupes. On écoute vraiment... énormément de choses, et surtout des groupes pas du tout connus en fait. On écoute beaucoup plus de groupes pas connus que de groupes très très connus. Donc ça fait que quand on nous demande justement quel groupe on aime, on peut en sortir des tonnes, mais c'est des noms qui sont pas forcément connus du grand public en tout cas. Ça. Bon donc l'idée c'est d'aller vous voir sur scène. C'est ça. Pour se faire son idée, pour vous découvrir. Donc premièrement le 23 mai à la batterie à Guyancourt, ou les deux d'ailleurs, le 31 mai au Café de la Plage à Maurepas. Merci beaucoup à tous les deux. À vous. Merci.
Nous passons maintenant à un autre sujet parce que devant l'industrie du cinéma et la musique, il y a le jeu vidéo qui atteint en 2012 un chiffre d'affaires de près de 60 milliards d'euros. Alors quels sont les secrets des jeux et consoles mythiques qui ont fait son histoire? Une rétrospective à découvrir jusqu'au 31 mai à l'atelier numérique de Versailles, des images de Patrick Jacques de Dixmude. Avis aux amateurs de rétro gaming ou tout simplement aux curieux, l'atelier numérique de Versailles rend hommage jusqu'au 31 mai aux célèbres consoles et jeux vidéo qui ont marqué l'essor de ce divertissement. Un mois entier consacré à ce phénomène de masse qui touche aujourd'hui près de 25 millions de Français. Nous avons décidé d'organiser ce mois du jeu vidéo qui est une forme d'art, une forme de culture très importante et d'autant plus que, et de plus en plus, les scénarios de tous ces jeux vidéo se rapprochent de plus en plus du cinéma et même parfois dépassent le cinéma avec vraiment cette forme d'art particulière qu'est le jeu vidéo. Une forme d'art particulière dont le secteur ultra dynamique ne cesse de croître depuis plus de 40 ans, des recettes qui lui confèrent la place de première industrie culturelle en France et dans le monde devant celle du cinéma et de la musique. En collaboration avec le musée du jeu vidéo, l'exposition Play It Retro met en avant notamment l'évolution des techniques, du graphisme et du design du jeu. C'est une exposition qui a une double vocation. C'est déjà d'une part de faire découvrir à ceux qui ne connaîtraient pas ce matériel assez ancien finalement, le jeu vidéo, le faire redécouvrir, mais aussi il y a un côté très interactif qui permet aux gens de jouer avec ce matériel qu'on retrouve parfois dans les cartes, mais pas du tout devant une télé ni dans un bar à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment ce double aspect interactif et découverte que nous avons voulu mettre en avant, sans oublier peut-être le côté un peu pédagogique. On a cherché à le faire ludique, avec de l'interaction toujours avec des DVD, etc., qui sont à disposition du public, et des kakémonos qui expliquent un petit peu l'histoire, mais aussi le jeu vidéo est parfois critiqué, on ne le connaît pas forcément bien, donc nous on a envie aussi de mettre la lumière sur certaines critiques qui lui ont été faites, sur les préjugés qui l'ont touché. Et du coup, voilà, c'est ce côté pédagogique qui est un petit peu le troisième homme de notre exposition. Pour mieux comprendre ce phénomène, ateliers, démonstrations et conférences-débats rythment le mois d'exposition. Alors notez également qu'une conférence débat pour un bon usage des écrans à destination des parents aura lieu à l'hôtel de ville de Montigny-le-Bretonneux mardi 13 mai de 20h à 22h. Les inscriptions sont à réaliser aux coordonnées qui s'affichent. Création en avant-première mondiale au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines les 14, 16 et 17 mai. Cosi fan tutte, un opéra prélude du célèbre Cosi fan tutte de Mozart, et Nicolas Gervais a rencontré le chef d'orchestre David Stern. Mozart n'est pas mort. Éric Emmanuel Schmitt, Nicolas Bacri et Jean-Yves Ruff, ainsi qu'Opéra Foco, l'ont ressuscité pour le mettre en scène dans Cosi fan tutte, un prologue à Cosi fan tutte, le célèbre opéra. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est David Stern qui nous en parle et c'est dans le kiosque. Hop, petit saut de cabri. Yo! C'est les personnages quelques années avant que l'œuvre de Mozart débute. L'idée, c'était comment regarder les personnages de Cosi fan tutte autrement. Et surtout, la relation entre Don Alfonso, qui lui est le vieux, très amer dans le Mozart, qu'on connaît, qui n'aime plus les femmes et qui est complètement amer vis-à-vis l'histoire de l'amour. Et là, en fait, ça devient une histoire d'amour, de vrai amour, entre Alfonso
et Despina, la servante des deux sœurs. Nicolas Bacri, qui est compositeur qui sait très bien écrire pour les voix, qui aussi a une patine de son dans son écriture qui est très très facile à écouter, mais c'est pas une musique simple, c'est une musique claire, c'est une musique qui chante et qui parle directement au public. Et j'ai trouvé que surtout avec des jeunes chanteurs, que c'était idéal pour ce choix. Et donc on est allé voir Eric Emmanuel Schmitt, et lui, le grand amateur admirateur de Mozart. Il a vraiment pris le temps pour créer une histoire qui est charmante et aussi lucide, et qui a des moments de mélancolie, mais qui est très touchant. J'ai demandé à Jean-Yves Ruff de faire la mise en scène. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, et je connais déjà sa mise en scène de Così fan tutte. C'est quelqu'un qui comprend exactement, parfaitement le texte, tous les rôles, toutes les complications de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler avec les jeunes écoliers avec lesquels on travaille tous les ans. Cette fois-ci, ils ont commencé au mois de octobre, avec les chœurs que Nicolas Bacri a écrits. Et ils auront appris ça par cœur. Aujourd'hui, on est loin de la première, mais quand même, ils ont bien appris leur rôle. Et c'est un plaisir de les entendre et de voir comment ils développent. Je voulais des voix jeunes, et j'ai choisi vraiment des tout nouveaux, entre 18 et 23-24 ans, et ils ont encore... c'est de la matière importante, mais c'est encore un peu vert dans la voix, et c'est ça que je cherchais. Et puis, avec ces jeunes chanteurs, quand on montrera avec Così fan tutte de Mozart, on aura les chanteurs plus âgés. Et là, il y aura vraiment un changement de génération. Ça sera très, très beau. C'est de très haute volée. Je suis très heureux de pouvoir le faire et créer ici à Saint-Quentin en Yvelines. Et ensuite, on va le faire à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées. Et après, on a des intéressés en Suède, en Autriche, aux États-Unis, en Belgique. Alors, je crois que ce qui est important avec cette œuvre, c'est qu'il y aura vraiment un avenir pour Così fan tutte. Ça ne sera pas la dernière fois. Alors, le public de Saint-Quentin peut dire « Ah, moi, je l'ai entendu pour la première fois quand c'était ici, dans notre théâtre ».
C'est vraiment tout public. Il y aura quelque chose pour tous les jeunes, tous les âges. On a fait Don Giovanni ici déjà pour tout public. Alors, on a l'habitude ici à Saint-Quentin, l'opéra, c'est pour tout le monde. Et après que Stéphane Chouli, on retrouve une autre artiste qui connaît la chanson. J'ai nommé Aurélia. Comme tous les mercredis, place maintenant aux sorties ciné au micro d'Élodie Moine. C'était un super film, j'ai adoré, il y avait beaucoup d'humour, c'était très très réaliste, les acteurs, il y avait beaucoup de fraîcheur qui se dégageait d'eux, donc franchement c'est un film que je recommande vraiment de voir. C'était sympa, c'était frais, c'est plutôt rigolo. Et voilà, bon c'est pas le film de tous les temps mais c'est sympa à aller voir quoi. Très drôle, très original, il y a pas mal de... Les conversations sont vraiment tordantes. J'aime bien les situations en fait, c'est pas mal, c'est un très bon film. C'est un film éprouvant, remarquablement fait. En termes d'humanité, c'est un film qu'il faut absolument aller voir. Vraiment poignant. Moi, j'ai pensé que c'était très bien fait. Le niveau, niveau décor, c'est très bien. Tous les personnages jouent très bien. Les acteurs sont formidables. Bon, vers la fin, c'est un peu triste. Et sinon, niveau effets spéciaux, il n'y a rien à dire, quoi. C'est magnifique, il y a des couleurs et tout. Très sympa. Je ne vois pas le temps passer. Donc 2h12 de film, très agréable. Et on attend la suite. Alors cette semaine, notre professionnel du cinéma est Luc Bocan, directeur du Ciné 7 à Elancourt, et nous livre son coup de cœur. Mon coup de cœur cette semaine, c'est le dernier film de Pierre Salvadori avec Gustave Kerven et la grande Catherine Deneuve. Donc une tragicomédie, comme d'habitude, un petit peu acide, qui raconte l'histoire d'un type qui plaque tout, qui est plutôt artiste, etc., pour devenir gardien d'immeuble et qui va rencontrer une dame d'un certain âge qui est plutôt déprimée et va naître en eux une jolie amitié. Voilà, donc c'est une comédie douce amère à découvrir dans nos salles cette semaine. Et je voulais en profiter aussi pour vous signaler 2 événements au mois de mai au Ciné 7. Le 14 à 14h, un ciné goûter autour du film Linéa dans le jardin de Monet, donc sur la peinture de Monet, avec donc après la diffusion du film, une animation et un goûter. Et le 18 mai à 14h et 17h, entrée libre, c'est gratuit. On invite notre public, nos spectateurs, qui sont nombreux et on les en remercie, à partager avec nous un moment de convivialité pour fêter les 1 an de la réouverture du Ciné 7. Voilà, donc c'est un ciné-concert et il faut juste réserver sur notre ligne téléphonique 01 30 51 56 15 ou sur notre adresse mail ciné7 tout en lettres @wanadoo.fr. Allez, je vous propose à présent d'autres idées de sortie ces prochains jours. Alors tout d'abord, si vous avez envie de produits locaux 100% fermiers, je vous propose de rencontrer des producteurs fermiers du 8 au 11 mai à la Bergerie nationale à Rambouillet. Et si vous avez envie de musique et de jazz, surtout, rendez-vous à Versailles du 10 au 17 mai pour la 11e édition du Versailles Jazz Festival. Un résumé de la programmation vous est présenté par Marie Molière, membre historique du festival. La 11e édition du festival, c'est une édition qui va durer une semaine, donc autour à la fois d'animations et de concerts gratuits que de concerts en salle. Cette année, on a une tête d'affiche qui est le duo de Biréli Lagrène et Sylvain Luc, donc le swing manouche à l'honneur. On aime bien le swing manouche dans l'équipe du festival, on essaye d'en mettre un petit peu chaque année, mais on essaye aussi de mettre du jazz pour tous les goûts. Donc là, cette année, on a des nouveautés, on a du jazz vocal, notamment avec le septet de Christophe Dinglas qui s'appelle le Mulligan Vocal, où là, le jazz vocal est à l'honneur puisqu'on a 2 chanteurs brillants sur des musiques de Jerry Mulligan. On a également de la musique instrumentale puisqu'on a le trio du saxophoniste Christophe Laborde avec Emmanuel Bex au clavier et Louis Moutin également qu'on ne présente plus. Ça fait déjà 11 ans que le festival existe. On espère que ça va se poursuivre encore des années. Donc on attend le public nombreux puisque c'est sur lui qu'on compte pour perpétuer ce festival. Et voilà, notre émission est à présent terminée. On se retrouve mercredi prochain en direct à 18h30. Bonne semaine.